Bonjour à tous, bienvenue à ce direct live de l'orientation consacrée aujourd'hui aux études en écologie scientifique. C'est ce qu'on appelle la science de l'habitat pour ces enquêteurs de la nature, qu'on qualifie aujourd'hui sous le terme d'écologue. L'objectif, c'est d'identifier, de classer ou d'analyser les nombreuses formes de vie et notamment d'observer l'impact des activités humaines sur ce qu'on appelle l'environnement. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette discipline n'est pas récente puisque c'est à la fin du 19e siècle, sous la plume d'un botaniste danois, qui est apparu pour la première fois le terme d'écologie scientifique, une discipline qui malgré tout mettra du temps à gagner ses lettres de noblesse académique et à s'imposer comme légitime face à des matières telles que la chimie ou la physique. Mais dans le courant du XXe siècle, et notamment à cause des enjeux qui sont liés aux catastrophes industrielles et à l'impact humain sur l'environnement, l'écologie scientifique commence à prendre un nouvel essor. Il se trouve que Montpellier fait figure de précurseur puisque Montpellier a notamment été leader dans le domaine de la recherche grâce à l'implantation de nombreux laboratoires, ce qui nous donne aujourd'hui une idée justement sur les perspectives d'embauche et puis sur les possibilités d'insertion professionnelle. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de vous éclairer sur ce qu'est cette discipline et sur ce que l'on met derrière cette terminologie qu'est l'écologie scientifique, mais aussi de vous informer sur les contenus pédagogiques, sur ce que vous allez apprendre durant la formation à l'université, et puis de vous donner des pistes sur les métiers auxquels vous pourrez également prétendre en suivant une licence ou un master, voire un doctorat en écologie scientifique à l'université de Montpellier. Alors, il ne s'agit pas d'une conférence figée. Vous pouvez à tout moment interagir avec nous et poser vos questions via le chat. Je vous encourage vivement à le faire, et puis sachez qu'il n'y a pas de questions absurdes. Vous êtes derrière un écran, c'est somme toute assez anonyme, alors n'hésitez pas à effectuer cette démarche. Voilà pour les présentations. Je vais maintenant me tourner vers les experts qui m'accompagnent en plateau. Je suis en compagnie d'Arnaud Martin à ma gauche, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier, directeur du département biologie, écologie de la Faculté des sciences de Montpellier et président du Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie. Vous verrez ce que c'est, on en reparlera tout à l'heure. À ses côtés également Pierrick Labbé, qui est professeur des universités, responsable de la licence Sciences de la vie à la Faculté des sciences de Montpellier et directeur adjoint du département biologie, écologie. Merci à tous les deux, messieurs, d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Depuis les années 1970-1980, on associe souvent l'écologie à l'environnement. C'est en partie lié à une récupération politique de cet intitulé, qui fait que ce sont des mots parfois galvaudés. Alors pour le grand public et pour les jeunes notamment qui nous regardent aujourd'hui, quelle est la bonne interprétation que l'on doit en faire, puisqu'il y a finalement une différence entre les deux? Je vous laisse justement en introduction nous éclairer sur ce point. Pierrick. Alors, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation, c'est juste qu'il y a différents sens qui ne sont pas les mêmes. Il y a l'aspect scientifique, donc on parlera d'écologie scientifique dans ce cas-là, qui vise vraiment à étudier les interactions des êtres vivants entre eux et des êtres vivants avec leur environnement. C'est un peu la définition générale de l'écologie scientifique. Et après, il y a d'autres disciplines qui sont liées à ça et qui vont être plus interventionnistes, donc de l'écologie appliquée, et voire de l'écologie politique, là, pour des grandes mettre en place des politiques autour de l'interaction entre notamment les êtres humains et la nature. Donc, ce n'est pas les mêmes disciplines, ça ne se pratique pas aux mêmes endroits. Pour faire de l'écologie politique, il vaut mieux faire Sciences Po. Pour faire de l'écologie scientifique, c'est plutôt l'université. Pour de la recherche, donc. La recherche est également ce qui va être autour de l'intervention, mais une intervention basée sur la recherche. Ça va vraiment être en fonction des compétences qui vont être mises en œuvre dans la situation professionnelle de l'étudiant qui sort en licence en master. Soit il fait de la recherche scientifique sur les plantes, etc. Et là, il vient de nos filières parce qu'il faut être formé à ça. Soit il œuvre pour la conservation de la nature, mais par des plaidoyers dans des organisations internationales. Et ceux-là, en général, ils ont fait des écoles de type Sciences Po. Ils ne sont pas passés par chez nous, même si on réfléchit et on se croise à faire des conférences ou des formations pour que tout le monde soit bien renseigné sur le sujet. Mais le socle de connaissances, ce n'est pas le même. Ici, on parle de sciences. Voilà, et certains de nos étudiants vont partir vers des aspects plus politiques, mais en utilisant leur bagage, mais c'est pas ça qui va être, c'est pas à ça qu'ils ont été formés. Leur bagage leur sert pour avoir des arguments, mais à la fin, c'est des arguments politiques qui vont faire la différence, et pas des arguments scientifiques la plupart du temps, malheureusement. Vous me disiez que Montpellier était une faculté très attractive et que cette filière séduisait pas mal de jeunes. Alors, combien est-ce que vous avez d'inscrits chaque année? Et puis, quel est le profil justement de ces étudiants? Alors, le profil il est extrêmement varié déjà. Donc, du coup, on a des étudiants qui
pour la grande majorité, sortent d'un bac général. Disons, l'essentiel sort d'un bac général avec des options plutôt d'ordre scientifique, mais ce n'est pas forcément que des options scientifiques, et ce n'est pas forcément toutes les options scientifiques. On a beaucoup qui ont fait en terminale maths complémentaires, physique, chimie et SVT, mais on en a aussi qui n'ont pas fait maths, qui n'ont pas fait de physique. En général, ils ont quand même fait de la SVT, sinon il y a peu de chances qu'ils se retrouvent chez nous. Néanmoins, on prend aussi des étudiants qui sont avec des formations très différentes, qui ont fait de la philo, qui ont fait des sciences liées à l'histoire, des choses comme ça. Les sciences humaines, c'est des démarches qui sont intéressantes parce que c'est des démarches où on a besoin de réfléchir. Et donc, pour nous, c'est des étudiants qui sont intéressants. Donc, globalement, l'an dernier, on a pris à peu près tous les gens qui ont candidaté chez nous et qui étaient issus de l'Académie de Montpellier. Là où se pose plus le problème, c'est pour les étudiants qui sont hors académie, où là, on a très peu de place. C'est lié justement à cette... Vous avez un quota, hein, il faut le préciser. C'est un quota qui est géré par le rectorat, qui doit passer tous les étudiants dans le supérieur, les étudiants issus de l'académie. Et le problème, c'est que Montpellier est attractif pour plein de gens, parce que c'est une ville fort sympathique. Il y a la mer, il y a le soleil, il y a la qualité aussi reconnue de nos études. Et du coup, on a beaucoup plus d'étudiants qui veulent venir que ce qu'on peut accueillir. Et donc, malheureusement, on est obligé de limiter. Et du coup, il y a clairement... c'est beaucoup plus facile quand on est de l'académie que quand on est hors académie. Ça, c'est évident. Et on le verra parce qu'on le voit à l'occasion. Les journées portes ouvertes. Il y a pas mal d'étudiants qui viennent des autres académies à l'occasion des journées portes ouvertes, donc ils font des déplacements des fois de fort loin en France. Voilà, ils font 800, 1000 km. Parce que derrière la licence, voilà, ils ont entendu parler de la recherche à Montpellier, ils ont entendu parler des masters et ils viennent à ce moment-là. Et là, on est obligé de leur dire, bah, l'entrée en première année, c'est très, très difficile. Le taux de, je ne me rappelle plus les pourcentages. En gros, on a 4000 candidatures sur Parcoursup. Alors, tous ne nous classent pas en premier choix. On ne peut pas être là, mais à la fin, on a 480 places pour des néo-bacheliers. Après, on va récupérer de nouveau des étudiants qui viennent d'ailleurs, par contre, en L2, en L3. Typiquement, donc on disait en L1, on a 700 étudiants en tout, donc 480 néo-bacheliers, mais on a aussi des redoublants qui n'ont pas réussi leur première année. La L2 et la L3, dans les études de biologie-écologie, c'est 160 étudiants à chaque fois. Et sur les 160, on a disons, entre 20 et 30 étudiants qui viennent d'autres filières que notre filière. Donc ça pourrait être des étudiants qui viennent de prépa ou des étudiants qui viennent d'autres universités en France. Et puis vous disiez, il y a aussi des classements, de choix. Vous avez des demandes aussi parce qu'il y a des idées reçues, notamment dans l'esprit des futurs étudiants. Faire de la SVT, ça paraît plus facile que d'apprendre la physique-chimie. J'imagine qu'ils se trompent, d'autant plus que ce n'est pas la SVT classique qu'on leur a enseigné pas la au SVT lycée. Du tout, en fait. C'est ça, en fait. Disons que la SVT au lycée, c'est quelques heures par semaine, c'est 2 heures par semaine si les souvenirs sont bons, quelque chose comme ça, avec un mélange de sciences de la Terre, un mélange de sciences de la vie, souvent très déconnectés, les sujets entre eux. Et ce qu'on va faire en première année, en fait, c'est qu'on va leur montrer justement tout le panel et toute la diversité de nos formations, ce qui fait que globalement, on va voir effectivement tout ce qui se passe depuis l'échelle de la molécule, à l'échelle de la cellule, de l'organisme et jusqu'aux écosystèmes et voir à la planète complète. Donc on va voir toute la diversité et tout le panel des études en sciences de la vie en général. On pourra éventuellement faire un peu de sciences de la Terre. Il y en a une partie qui est obligatoire, mais c'est très peu. Et puis quelques options qui permettent de le faire. Mais globalement, on va se spécialiser déjà un tout petit peu en première année. Alors effectivement, après, c'est des études qui apparaissent dans l'esprit de nos étudiants, notamment qui sont, pour certains, un petit peu allergiques aux maths, on va dire. Ils se disent que ça va être plus facile, ce qui fait qu'effectivement, on a beaucoup d'étudiants, de lycéens qui vont venir plutôt en sciences de la vie, pensant qu'ils vont échapper aux maths, à la physique et à la chimie. Ce qui n'est pas le cas, notamment en première année, où de toute façon, il y a une remise à niveau dans toutes ces matières-là, parce qu'on en a besoin en tant que biologiste derrière. Et dans le cas des études en biologie-écologie, c'est encore pire, puisque les mathématiques sont particulièrement importantes dans notre cas. Puisque les statistiques, la modélisation. La modélisation, c'est au centre de nos enseignements.
c'est au centre de notre façon de réfléchir, puisque, en gros, on a besoin des mathématiques pour comprendre, par exemple, la dynamique d'une population, comment elle va évoluer au cours du temps, ou comment un écosystème, les espèces interagissent d'un point de vue quantitatif. Dès qu'on veut quantifier, on a besoin des aspects mathématiques en modélisation. Et puis surtout, nous, on ne va pas aller raser une forêt pour comprendre comment elle fonctionne. Donc, on fait un échantillon, et à partir de cet échantillon, on essaye d'avoir une idée un peu générale, de tirer des lois générales sur comment fonctionne la forêt. Et ça, c'est typiquement ce que permettent de faire les statistiques. Donc, en fait, en biologie, la biologie-écologie et l'écologie scientifique font partie des matières qui sont les plus mathématisées de la biologie. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Relativement, enfin, 30 ans, un peu plus de 30 ans. C'est une évolution récente, mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment un outil, même dans l'écologie appliquée, si vous voulez, quand on se destine à être dans l'écologie de la conservation, de la restauration, bah, il y a un minimum de mathématiques, de statistiques à mettre en œuvre. Voilà, contrairement à l'image qu'on peut avoir des fois encore dans l'esprit de certains, où ça va être décrire les papillons, décrire les fleurs et décrire les oiseaux, j'exagère à peine, c'est beaucoup plus quantitatif comme science. Comme toute science, en fait, on essaye de faire du quantitatif et pas que du qualitatif. C'est pas juste décrire la diversité, mais c'est comprendre comment elle fonctionne, comment elle a évolué au cours du temps, comment les différents niveaux trophiques interagissent les uns avec les autres, des choses comme ça. Et tout ça, ça nécessite de la quantification, et pour quantifier, on passe par des mathématiques. Et on pourrait même enchaîner jusqu'à aujourd'hui, c'est l'humain qui compte. Donc, effectivement, depuis quelques années, on a compté beaucoup. Donc, maintenant, on a beaucoup de tableaux de données, beaucoup de chiffres. Mais aujourd'hui, en plus, il y a des machines qui vont compter les poissons, les machins, etc. Donc, derrière, le volet informatique, gestion de grandes bases de données, va, dans les 10-20 prochaines années, prendre une place prépondérante dans le suivi des populations, que ce soit des populations qui sont utilisées par les activités humaines comme les pêcheries, mais aussi pour la protection de la nature, les comptages de chauves-souris vont demander des compétences dans la gestion des grosses bases de données. C'est vraiment capital de bien comprendre ça, parce qu'en fait, ce qu'on attend d'un écologue, c'est pas juste qu'il soit capable de décrire la nature, c'est qu'il soit capable de décrire aussi son évolution. Et pour décrire son évolution, ça veut dire prendre des indicateurs chiffrés il y avait tant d'individus de cette espèce-là, par exemple, maintenant il y en a tant, l'année suivante il y en a tant, et ça nous donne des dynamiques, on peut prédire ce qui va se passer, comment ça réagit à certains facteurs qui vont modifier l'environnement, comme le changement climatique, des choses comme ça. C'est ça le cœur des questionnements qu'il y a en ce moment dans nos disciplines. Et du coup, ça nécessite vraiment de passer par l'outil de quantification. Vous disiez tout à l'heure, vous acceptez tout type de candidat, qui a un parcours littéraire ou scientifique. Il existe aujourd'hui le bac spécialité biologie-écologie qui est dispensé principalement dans les écoles, voire uniquement dans les écoles d'agriculture. Est-ce que ça fait partie du type d'étudiants que vous accueillez? Alors, on accueille chaque année des étudiants qui viennent des lycées agricoles et qui font une spécialité biologie-écologie. Après, ils sont ni favorisés ni désavantagés par rapport aux autres. Les lycées agricoles, en général, les forment plutôt sur des bases généralistes. C'est juste qu'on n'en a pas beaucoup, parce que la plupart, en fait, s'ils ont fait un lycée agricole, c'est pour continuer plutôt aux alentours dans les disciplines de l'agronomie. Il y en a beaucoup qui vont vers les écoles, ou alors carrément pour reprendre des exploitations, des choses comme ça. Et donc, ils vont faire des BTS, des choses comme ça plutôt. Donc, finalement, on en a peu qui viennent des lycées agricoles, mais ceux qui viennent, en général, ils s'en sortent très bien. Mon étudiant en thèse qui a validé sa thèse là en décembre, il venait d'un lycée agricole, il s'en est très bien sorti à l'université. Parlons concrètement du contenu pédagogique, puisqu'une licence est sur 3 ans. Alors, sur quoi va reposer justement la formation, et quand on s'inscrit en première année chez vous, quelles seront les matières enseignées et puis le volume horaire? Ouais. Alors, contrairement aux idées reçues, à l'université, on a beaucoup de temps en présentiel en particulier. C'est à peu près l'équivalent du lycée. En moyenne, ça varie au cours du semestre, mais ils sont entre 20 et 30 heures en présentiel à l'université. Un tiers du temps, ils sont dans un amphithéâtre. Alors, un amphithéâtre, chez nous, ça fait à peu près 200 étudiants normalement. En moyenne, ça varie beaucoup, entre 50 et 150 suivant l'heure de la journée et la qualité de la matière et du prof. Ça, c'est très important. Il y a un tiers du temps où ils sont en TD, donc là, c'est des groupes de 40 maximum, 35 dans la plupart du temps, parce que c'est pas obligatoire, hein, toujours. Ils sont 30% du temps en TP, où là, c'est 20 maximum, 15 en moyenne, et toujours avec un enseignant en phase 2. Donc, c'est quand même relativement encadré.
C'est pas toujours le même enseignant, par contre, hein, il y a beaucoup d'enseignants différents, mais par contre, il y a toujours un enseignant face à nos étudiants. Donc, excuse-moi, je te coupe. Un tiers du temps en petit groupe, en petit dans des salles, bâtiment tout neuf qui a 3 ans, complètement fonctionnel. Donc il faut quand même le dire, c'est-à-dire que c'est important rentrer à la fac, c'est pas être perdu dans des amphis froids et humides. Non, non, c'est un tiers du temps dans un bâtiment, enfin ici, neuf et très très bien équipé. Ils sont très encadrés, en fait, mais ce qui fait la spécificité de l'université, c'est qu'il faut venir. Il n'y a personne qui fera la paix. Mais s'ils viennent, ils sont encadrés. Et ils peuvent poser des questions, ils peuvent tout à fait interagir avec les enseignants. On enseigne tous les deux dans des amphis, et dans des amphis, les étudiants peuvent tout à fait poser des questions pendant le cours, interrompre pour revenir sur un point qu'ils n'ont pas compris. Il n'y a pas de problème, c'est une dynamique qui se met très facilement en place. Donc ça, c'est globalement un peu la structure des enseignements. Après, le contenu, globalement, dans nos études en première année, il va y avoir un bon tiers des unités d'enseignement. On fonctionne en unités d'enseignement, un cours en gros. Un tiers des unités d'enseignement sont de la biologie qui va leur permettre au premier semestre de voir toute la diversité de nos disciplines depuis l'échelle moléculaire jusqu'à l'échelle des écosystèmes, et au deuxième semestre de comprendre comment ça fonctionne à l'échelle des organismes. Donc on va voir le cycle de vie d'un être vivant, que ce soit une plante ou un animal, et on va voir aussi à l'échelle de la cellule comment ça fonctionne. Donc ça, c'est les UE qui sont, les unités d'enseignement qui sont vraiment au cœur de notre formation, les UE les plus importantes de notre formation. Après, on a des unités d'enseignement obligatoires, mais qui sont plutôt des sciences d'appui, qui vont nous permettre justement d'acquérir des outils pour pouvoir comprendre les choses. Donc, ça va être des maths, ça va être de la physique, ça va être de la chimie. Là, ça représente également un tiers à peu près des enseignements. Et puis ensuite, il y a une partie des enseignements qui va être des enseignements un peu plus généralistes. Par exemple, nous, on est responsable d'une unité d'enseignement qui s'appelle Esprit critique, où on va essayer de justement les faire réfléchir à comment on trouve de l'information, qu'est-ce que ça veut dire la méthode scientifique, comment on analyse des chiffres, enfin, pour faire aussi des citoyens, pas que des... Enfin, c'est important pour les scientifiques, mais c'est important pour des citoyens également. Et puis ensuite, il va y avoir des UE optionnels, où là, ils vont pouvoir, chacun des étudiants, un peu se spécialiser dans ce qui l'intéresse. Nous, dès la première année, on prend des options, alors c'est des options de découverte. Ce n'est pas des options qui vont ancrer l'étudiant définitivement dans un parcours, mais c'est vraiment plus pour découvrir des choses et se faire une idée, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas éventuellement. Et parce que nous, en première année, on a vraiment toutes les sciences de la vie, donc on a à peu près 2/3 de nos étudiants qui veulent aller plutôt vers tout ce qui est autour de la santé et du biomédical, des choses comme ça. Donc ça va être 2/3 des étudiants, et puis il y a un tiers à peu près qui vient plutôt pour l'écologie, l'évolution, la biodiversité. Donc ça se répartit un peu comme ça, et du coup, dès le premier semestre, et puis surtout au deuxième semestre, ils vont pouvoir avoir des options qui leur permettent comme ça de se répartir un petit peu, d'aller goûter différentes choses et pouvoir faire leur choix éclairé pour la deuxième année, puisqu'en là, en deuxième année, par contre, il y a un choix assez important à faire. Est-ce que je fais de la plutôt biologie mécanisme du vivant, donc tout ce qui est l'organisme et en dessous, la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, la biologie, les neurosciences, ou alors est-ce que je fais l'organisme et au-dessus, donc là ça va être l'écologie, l'évolution, la biologie d'organisme, toutes ces disciplines-là. Et donc là, ça va être deux formations qui vont complètement se séparer à partir de là. Il y a quasiment plus d'unités d'enseignement en commun dès la deuxième année entre ces deux formations. Donc là, il y a un vrai choix à faire. Et après, pour ce qui est de notre formation en biologie-écologie, c'est assez simple, hein, les 2 années sont complètement liées l'une à l'autre. On pose des bases en L2 qui vont être approfondies en L3. Et globalement, ça tourne autour de 4 grandes disciplines. La biologie de l'organisme, donc c'est tout ce qui est biodiversité, comprendre comment on la décrit, les relations de parenté entre les différents organismes, les différentes espèces. On va voir l'écologie, comment ces espèces interagissent les unes avec les autres et avec leur environnement, et l'évolution, comment tout ça s'est mis en place au cours du temps, quels sont les mécanismes, les processus qui permettent de générer la biodiversité et de la maintenir. Et enfin, la quatrième, qui est absolument indispensable, c'est les statistiques justement et les mathématiques dont on parlait, qui sont aussi au cœur de nos enseignements pour justement permettre de comprendre l'écologie, l'évolution, ce genre de discipline-là. Mais là encore, il y a toute une partie qui est cœur de métier, cœur de formation, qui est obligatoire, et il y a toujours des options. Il y a 2 options il y a une option au premier semestre de L2, une deuxième option au choix parmi 7 au deuxième semestre de L2. Au premier semestre de L3, il y a une option parmi 7, et au dernier semestre, donc le deuxième semestre de L3, il y a 3 options à choisir.
une parmi 6, une parmi 7 et une parmi 5. Donc ça fait quand même la possibilité d'avoir une personnalisation très importante de sa formation, de pouvoir soit approfondir, soit découvrir des choses qui vont ensuite pouvoir orienter vers un master par la suite. Et à côté de cette licence qui est 95% des étudiants, on accueille aussi des étudiants dans une licence avec une pédagogie particulière qui s'appelle apprentissage par problème. Et donc ça, c'est dans Parcoursup, c'est bien explicité. La pédagogie tout à fait particulière parce que c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes pratiques. Donc il faut que ça soit adapté au lycéen, futur étudiant, s'il est plus adapté à un modèle ou à un autre. Et là, l'apprentissage par problème, c'est beaucoup de travail en équipe projet par les étudiants. Grosso modo, le corpus de connaissances, il est quand même comparable. Il y a un peu de différence, mais le corpus de connaissances est un peu comparable. Et puis aussi, on a une licence professionnelle. Alors, c'est particulier, licence professionnelle, c'est une formation à laquelle on accède à partir du moment où on a déjà eu 2 années de formation. D'accord? Et les licences professionnelles sont très ouvertes aux jeunes qui ont fait des BTS, là, c'est une licence professionnelle sur expertise et milieu naturel. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait plutôt des voies de BTS qui viennent en licence, dans cette licence expertise naturelle. Et cette licence expertise naturelle, elle a une particularité, c'est qu'elle forme des étudiants qui ont déjà des compétences à reconnaître la faune et la flore, pour faire simple, les animaux, les plantes, etc. Et ces compétences-là, si vous voulez, c'est vraiment comme la musique, c'est-à-dire que vous n'attendez pas de rentrer au conservatoire pour vous mettre à un instrument. En fait, c'est ceux qui ont déjà pratiqué parce qu'ils sortent avec des copains, avec les parents, avec des clubs pour reconnaître, etc. Et ils rentrent dans ces licences-là. C'est un peu une particularité dans la famille des métiers de l'écologie. La sous-famille des gens qui deviennent experts de plantes, de papillons, de machins, etc., souvent sont des gens qui, par eux-mêmes, en fait, ont déjà démarré ça comme on démarre un instrument de musique, si vous voulez. Et à un moment donné, on rentre en formation pour se parfaire sur ça. Mais c'est très important, moi je le dis souvent, s'il y a des jeunes lycéens qui sont intéressés par la nature, bah, voilà, c'est allez-y. Parce qu'il y a des métiers derrière, mais avec des avantages et des inconvénients. Et parmi les inconvénients, on est dehors, il fait froid, il fait chaud, il pleut, etc. Bon. Ouais, les études naturalistes, il y a beaucoup de nos étudiants qui vont faire plus que ce qu'ils ont vu par eux-mêmes. En fait, être un naturaliste, c'est avant tout être sur le terrain, et ça s'apprend les pieds dans la boue et les mains dans la gadoue, quoi. Et du coup, c'est pas à la fac qu'on apprend à devenir un naturaliste. À la fac, on va voir des choses très générales. On va voir les grands groupes d'organismes, on va voir, je sais pas moi, les mammifères, on va voir les oiseaux, on va voir des choses comme ça, pour apprendre à reconnaître les espèces une par une à l'intérieur de ces groupes-là. Ça s'apprend sur le terrain, par soi-même, le week-end, le soir. Enfin, voilà, c'est pas du tout, c'est pas du tout à l'université qu'on apprend ça. Et typiquement, l'écologie scientifique s'appuie sur des gens qui ont ces compétences-là, mais par contre, elle ne les forme pas à ça. Et nos disciplines forment avant tout des gens sur les grands concepts. Et il s'avère qu'on a beaucoup de naturalistes, donc ça apporte un plus, mais c'est une compétence en plus qui n'est pas une formation qu'on a à l'université directement. Et pourquoi vous ne pouvez pas aller sur le terrain? Alors, C'est indissociable pourtant. En fait, on fait plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a quelques UE qui sont dans ce domaine-là, où les étudiants vont sur le terrain, et puis il y a des formations qui intègrent ça. Les étudiants sont en équipe projet. Donc, il y a deux choses. Il y a un peu de la mise en œuvre. C'est ce que dit Pierrick, c'est vrai qu'à l'université, donc, il y a un peu d'occasion, on va apprendre à reconnaître les différentes plantes, etc. On le fait un petit peu, mais ce n'est pas là où on va vraiment comment prendre ça. Donc, c'est important de l'avoir fait avant. Et à l'université, par contre, on met en œuvre, alors un petit peu en licence, mais surtout en master, où les étudiants sont en équipe, projet, ils vont sur le terrain et puis ils font des reconnaissances en fait sur le terrain. Mais il y a aussi à l'Université de Montpellier des associations, un fort dynamisme d'associations étudiantes, et il y a une association naturaliste qui marche très bien. Et donc, pour faire ce que effectivement Pierre dit, ne fait pas la fac, mais en fait que l'enseignant ne les livre pas correctement, ça se fait quand même à la fac via les associations étudiantes, parce que c'est ça? le GNOME, parce qu'ils partent sur le terrain, ils font des visites, ils font des partenariats avec des associations de protection de la nature pour les accompagner à faire des inventaires, etc. Donc ça se fait sur le temps de travail de l'étudiant, parce qu'on n'en a pas parlé. Donc Pierrick a bien dit, 20-30 heures, voilà, donc la semaine, on n'est pas à 30 heures par semaine hein, quand on fait des études, on est à 60 heures, 50 heures comme tout le monde presque. Hein. Et donc, le temps de travail personnel est important. Et ça, sur le temps de travail personnel, eh ben, voilà, il y a
tout un panel. Il y a les livres, mais il y a les livres, l'informatique, la lecture. Surtout, il faut faire passer le message aux jeunes qu'il faut lire, hein, puisque la lecture, c'est quand même un sujet, y compris pour nos étudiants scientifiques. Il faut lire, c'est très important d'avoir l'habitude de lire. Et on va aussi sur le terrain avec les copains le samedi et le dimanche. Il y a une vraie. Les compétences naturelles, c'est quelque chose qui c'est pas acquis. Il faut toujours réapprendre et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est exactement là, comme la musique. Quoi. La musique, il faut pratiquer tout le temps. Si on arrête de pratiquer, ou le sport, hein, si on arrête de pratiquer le sport, on régresse. Bah, là, c'est pareil. Il faut maintenir ces compétences-là et ça nécessite un entraînement régulier. Donc, ça, c'est pas à l'université qu'on peut le faire. L'autre contrainte qu'on a pour aller sur le terrain, c'est aussi avant tout les moyens. L'université, que ce soit financier ou humain et matériel, on a les trois problèmes. Hein. Alors évidemment, à la fin, c'est toujours une histoire de sous. L'université est quand même globalement pas très bien dotée parmi les études supérieures. Hein. Ça, c'est le ministère a décidé qu'il n'avait pas envie d'investir énormément dedans. Mais, bon. Et du coup, pour aller sur le terrain, il faut beaucoup d'encadrants. Parce qu'on va y aller en petits groupes, on ne peut pas y aller avec un enseignant pour 200 étudiants, sinon en termes de sécurité, ce n'est pas possible. Donc ça coûte très cher rapidement en termes d'heures pour les enseignants. Et puis surtout, il faut avoir les bras. Et malgré tout, nous, on reste un petit département, hein, toute notre formation. Donc on a un peu plus de 1500 étudiants en licence et on a 500 étudiants en master. Non, 1000 étudiants en licence et 500 étudiants en master. Tout ça, c'est assuré par 50 enseignants-chercheurs dans notre département. Donc, c'est quand même très restreint. Et malheureusement, c'est difficile de recruter des enseignants-chercheurs. C'est compliqué d'avoir des postes. Et du coup, ça nous contraint dans nos capacités d'accueil. C'est pour ça qu'on a bloqué à 160 étudiants, par exemple. On ne peut pas dépasser ça parce que après, ça voudrait dire dégrader l'enseignement et justement plus faire de terrain, plus faire de travaux pratiques, alors que nos disciplines, vraiment, au moins le côté pratique est vraiment au cœur de nos disciplines. On a besoin d'aller voir à quoi ça ressemble, une plante, un animal, machin. Tout ça, on a besoin de le faire, on a besoin de pratiquer, même la modélisation, tout ça, il faut passer du temps à le faire. Et du coup, ça nécessite des petits groupes. Alors, on y va quand même. Peut-être, ce que dit Thierry, peut-être pas aussi souvent qu'on le souhaiterait, mais on y va. On organise même des sorties. Il y a une sortie pour les licences en mer une fois par an. Donc, voilà, ils prennent le bateau, etc. C'est sur des petits groupes. Souvent dans des options. Donc, voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas offrir ça en première année de licence, mais en troisième année de licence, on commence à en offrir. Et en master, suivant les parcours, en master, là, il y a quand même pas mal de sorties qui sont organisées. Et puis, il y a des collaborations avec des collectivités territoriales aussi pour des inventaires. Ouais. Dans certaines UE, on a des interactions, notamment avec la mairie ou la métropole de Montpellier, pour distinguer une zone d'inventaire sur lesquelles nos étudiants vont à la fois s'entraîner et en même temps récolter des données qui vont être utiles pour la collectivité et essayer de leur donner des pistes sur comment aménager ou comment protéger les endroits où ils ont été faire cet inventaire. Donc, il y a des interactions. On essaye vraiment, depuis quelques années maintenant, hein, on essaie de mettre nos étudiants au plus près des aspects professionnels. Alors, évidemment, on reste une formation universitaire, donc on ne forme pas à un métier, mais comme quand on sort d'une école d'ingénieur, on n'est pas formé à un métier en particulier, on a des compétences. Quand on sort de chez nous avec un master, on a des compétences, et ensuite on apprend son métier sur le tas, comme dans n'importe quel métier. Hein. C'est vrai aussi d'un boulanger, il apprend sur le tas son métier, pas sur assis devant une chaise. Par contre, on apprend des concepts, on apprend des compétences, et ces compétences-là, en fait, on va pouvoir les mettre au service d'un métier. Et ce qu'on essaye de faire de plus en plus à l'université, c'est de montrer à nos étudiants comment ces compétences peuvent être mises au service dans différents métiers. Alors, il y en a certains qui sont plus proches de nos disciplines, donc c'est plus facile, et puis d'autres qui sont plus lointains, où là, ça va être à eux d'aller faire le chemin via des stages, via leurs activités à côté, dans des associations, dans des choses comme ça. Là, ça va être, voilà. Donc, il y a une grande part de liberté pour nos étudiants. Et les étudiants ont plein d'imagination et ils répondent à des appels à projets, donc ils ont même des petits projets financés. Parmi les derniers projets financés, il y en a un où ils vont mettre des systèmes d'observation pour les hérissons sur le campus. Donc là, il y a des discussions entre le service de la logistique pour avoir les autorisations de poser des petits tunnels avec des capteurs pour compter les hérissons qu'il y a sur le campus. Et un autre projet où c'est un comptage d'oiseaux avec des micros qui enregistrent, etc. Donc ils obtiennent même des financements et ils font de l'expérimentation eux-mêmes hors cursus, si vous voulez, mais sur le campus. Ils ont même des inventaires, il y a un gros effort d'inventaire qui est fait sur toute la faune et la flore du campus
du Triolet et du campus Paul Valéry en face, hein, entre les deux universités, l'université sciences humaines et puis l'université des sciences, la faculté des sciences. Il y a vraiment une grosse collaboration pour justement faire un inventaire de la biodiversité, notamment porté par l'association GNOME, justement. Donc vraiment, nos étudiants sont très actifs aussi. En plus, c'est des étudiants qui sont déjà pas mal engagés. C'est des étudiants en moyenne un peu plus motivés que les autres, ceux qui viennent en biologie-écologie, parce que c'est un choix qui est un peu fort. Il y a un Et aspect de du coup, vocation. il y a un côté de vocation potentiellement. Et donc, il faut aussi rassurer la famille, les parents, parce qu'effectivement, derrière l'écologie, on s'imagine souvent pas grand-chose, parce que ça parle pas au quotidien, parce qu'en fait, l'écologie, c'est des gens qui manifestent ou qui font de la politique, mais en fait, ils sont pas très nombreux là-haut, comme à l'Assemblée nationale. Bon, non, mais en fait, derrière, il y a plein de métiers, parce qu'effectivement, Pierrick a expliqué tout le champ des connaissances, etc. Donc, on produit de la recherche. Effectivement, Montpellier est attractif parce que c'est le premier, deuxième, suivant les années, centre mondial de la recherche en écologie. Donc, et ça se fait pas tout seul, hein. Donc, il y a beaucoup de laboratoires avec des gens qui sont des chercheurs. Donc, ça suppose des gens qui ont obtenu un doctorat, en fait, hein, la plupart des gens qui travaillent dans les laboratoires. Et donc, licence, master, doctorat. Et puis, on fait de la recherche sur des sujets diversifiés avec les pôles qu'a décrit Pierrick, hein, qui sont toujours là, les organismes, l'écologie, l'évolution et les statistiques. Et puis après, il y a une branche de métier dans les métiers de l'application. Alors, qui recrute des étudiants avec une licence ou un master d'écologie en dehors du CNRS ou de l'université? Bah, il y a vraiment tout un tas de structures. Et grosso modo, vous avez deux grandes familles, trois grandes familles de structures. Il y a les bureaux d'études, parce qu'aujourd'hui, bah, quand vous avez un projet immobilier, ferroviaire, etc. sur un territoire, il faut faire des inventaires. Donc là, bah, il faut avoir des compétences, des connaissances là-dessus pour faire les inventaires. Donc les bureaux d'études qui font des études d'impact recrutent des écologues. Et sur un marché tendu, parce que dans certaines disciplines, c'est difficile, de recruter aujourd'hui des botanistes. Il y a 5000 espèces de plantes en France. Ça suppose un gros savoir. Donc, c'est comme la musique, hein. Les botanistes, c'est un peu la crème des musiciens. Donc, c'est difficile. Il y a beaucoup d'offres d'emploi qui ont du mal à trouver preneurs. Donc, les bureaux d'études, la famille des bureaux d'études, la famille qui font à la fois des inventaires, mais aussi qui font de ce qu'on appelle de l'ingénierie, parce qu'aujourd'hui, on restaure les habitats. Donc, on recrute des gens souvent avec des diplômes Bac+5 pour créer des chantiers qui vont refaire une rivière, remettre en nature des endroits qui ont été dégradés. Là, aujourd'hui, c'est une famille de métiers qui monte beaucoup, énormément, et puis il va y avoir énormément de moyens, puisqu'il y a les programmes français, les programmes européens sur la restauration, le réensauvagement. Donc là, il va y avoir beaucoup d'activités dans ce domaine là, où il faut des compétences souvent de biologistes pour mettre en œuvre ces outils-là. La famille donc des associations de protection de la nature, au sens large, avec toute une famille de métiers dedans qui vont de la recherche, parce qu'il y a aussi des chercheurs qui travaillent dans des ONG, jusqu'à de l'application et jusqu'à de la communication, médiation, éducation à l'environnement. Et puis, il y a dans la fonction publique, dans les gens qui sont en responsabilité de la biodiversité. Aujourd'hui, pour faire simple, vous avez la région et les départements c'est pas beaucoup de postes, mais recrutent des gens qui sont des bons experts écologues pour les activités qui leur sont. Donc, Les mairies aussi. et les mairies aussi. Voilà. Donc, ça reste, si vous voulez, une famille de métiers où il n'y a pas autant d'offres que dans la chimie, par exemple, ou l'informatique. Mais les offres augmentent de façon extrêmement importante, surtout depuis les 10 dernières années. On n'a pas tant d'étudiants que ça dans la filière. Et les étudiants qui sont aujourd'hui, enfin par rapport à il y a 30 ans, moi j'étais étudiant il y a 35 ans, je peux vous dire que le monde il a complètement changé. Aujourd'hui, un étudiant qui est engagé, travailleur et qui veut venir en écologie, en plus si c'est un botaniste ou dans un truc un peu chiant, mais ou entomologie, mais qui aussi qui a fait de l'analyse ADN, qui fait des stats, qui demain pourra traiter des jeux de données importants, qui est motivé, mais il n'y a aucun problème, il aura du boulot. C'est lui-même qui choisira. Il y a vraiment une révolution depuis 20 ans, parce que je suis un petit peu plus jeune, il y a 20 ans. Quand on faisait des études d'écologie, la perspective, à part la recherche, c'était pas grand-chose.
Maintenant, il y a une quantité de métiers et en plus, il s'en crée régulièrement des nouveaux, sans compter les métiers qu'ont créés nos étudiants qui n'existent pas encore et qu'eux-mêmes vont créer. On en a plein. On a des étudiants, il y en a une qui a fini à BioViva, qui crée des jeux via l'environnement. On a des étudiants qui se sont reconvertis dans l'agriculture et notamment dans l'agriculture écologique durable. Enfin, vraiment, on a tout un panel de possibilités en ayant fait ces études-là, et sans compter en plus que c'est des compétences généralistes qui ouvrent à tout plein de métiers. On peut très bien aller travailler dans une banque en ayant fait des études d'écologie, parce qu'on a appris à réfléchir. Voilà. Ça offre des opportunités. Quel est le délai d'intégration à l'issue de la formation professionnelle? Vous avez des statistiques? Oui, alors des statistiques, si vous voulez, les statistiques sont compliquées parce que les statistiques qu'on a annuellement publiées par le ministère sont des statistiques qui sont faites à insertion métier. Donc, c'est des statistiques qui sont faites avec des retours de questionnaires sur 36 mois après le diplôme. Donc, mais les informations juste après le diplôme, on en a aussi. Alors, on n'a pas des chiffres bruts, mais on en a aussi parce qu'on fait au mieux pour mener les enquêtes. Et ces statistiques, il faut aussi les lire. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des étudiants, parce que c'est exigeant de faire des études en sciences, quand ils ont fait 5 années d'études, des fois, ils prennent un instant de pause, c'est très à la mode, mais même les jeunes professionnels, c'est-à-dire qu'ils prennent un emploi, mais ils partent 3 mois faire le tour de l'Europe à vélo, ce genre de truc. Donc, il y a un petit peu ça qui je dirais, fausse les statistiques. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que pour les filières qui offrent des formations en licence professionnelle ou en master par l'apprentissage, le taux de recrutement à l'issue de l'apprentissage, il est quasiment 100% dans l'entreprise parce que, en gros, la quasi-totalité des entreprises qui offrent des contrats d'apprentissage offrent la poursuite en apprentissage. C'est systématique pour nos étudiants, c'est 100%. Et on est très fiers au département d'avoir, dans toute la faculté des sciences, donc à côté des mathématiques, de la physique, de l'électronique, etc., un apprenti sur 4 de la faculté des sciences, il est en écologie. Donc ça, et puis par la filière non-apprentissage, c'est très belle réussite. La plupart de nos étudiants, on a, je crois, 80% de nos étudiants qui vont continuer en thèse, donc ce qui est quand même énorme, de ceux qui font un master. Et puis on en a 20% qui vont faire autre chose, souvent parce qu'ils n'ont pas envie de faire une thèse, et ceux-là, en général, sont recrutés assez rapidement. Donc on a plutôt un très bon recrutement. Alors, on est aussi reconnu comme étant une bonne formation, donc ça aide, ça c'est évident. Mais vraiment, il y a un nombre de postes et de métiers possibles avec nos formations qui ne fait que grandir. Et nos formations qui, elles, grandissent pas trop pour des raisons de moyens. Du coup, on a plutôt plus d'opportunités pour nos étudiants. Donc, ça se passe globalement plutôt bien. Après, il y a quand même une petite nuance à apporter à ça, c'est pour les étudiants qui vont au bout. Et le problème des études à l'université, c'est avant tout de rester à l'université parce qu'il y en a plein qui abandonnent en cours de route. En L1, on a entre 25 et 50% certaines années d'abandon des étudiants parce que il faut se lever le matin, il n'y a personne pour engueuler, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. On a beaucoup d'étudiants, malheureusement, qui viennent un peu par défaut à l'université. Et du coup, ces étudiants-là ont du mal à rester accrochés. Et ce qui est vraiment la clé de la réussite à l'université, c'est la motivation. Savoir pourquoi on vient, c'est l'essentiel. Quand on sait pourquoi on vient, le cours de 8 h du matin qui ne plaît pas, le lundi, on vient. Et on vient quand même. Et du coup, on réussit. C'est pas très compliqué de réussir sa première année. Il faut insister là-dessus. C'est pas compliqué quand on vient. On le voit, surtout la différence des notes, elle est très claire. Il n'y a pas photo. Juste venir en cours et au TP fait la différence. Ça fait à peu près. C'est juste vraiment ça. C'est même pas, on peut pas faire des statistiques sur le temps de travail, mais même juste ça, c'est très net. C'est à peu près, honnêtement, un étudiant qui vient et qui écoute ton cours, parce il vient venir et pas jouer sur son portable encore. On a ce gros problème-là. Mais ceux qui viennent et qui écoutent, ils ont fait à peu près 75% du travail en venant. Alors, vous me disiez que c'était aussi une filière qui attirait pas mal de jeunes femmes et que justement, il fallait oser des candidates parce que souvent, il y a un frein. Elles n'osent pas, elles pensent que les filières scientifiques ne sont pas faites pour elles. Le panel n'est pas du tout représentatif. En moyenne, en première année, on est entre 60 et 70% de femmes parmi nos étudiants de L1. En général, le pourcentage a tendance à augmenter au cours des années, c'est-à-dire qu'elles réussissent mieux que les garçons à l'université parce qu'en général, elles viennent plus et elles travaillent plus. Par contre, là où on a un souci, c'est qu'elles ont tendance à moins candidater en master parce qu'elles pensent que
enfin, elles ont intégré l'idée que les femmes sont moins fortes que les garçons, et pour une raison qui m'énerve beaucoup personnellement. Je suis papa de 2 petites filles, donc c'est très énervant. Mais globalement, elles ont tendance à se sous-évaluer là où les garçons ont tendance à se surévaluer énormément. Donc les garçons vous disent sur un malentendu ça va passer, alors que les filles elles se disent ouais, c'est pas pour moi. Et on passe beaucoup de temps à essayer de leur faire comprendre que c'est pas le cas. Elles réussissent vraiment beaucoup mieux que les garçons en moyenne. Simplement, si elles ne candidatent pas, c'est forcément un garçon qui aura la place, quoi, parce que lui, il va le faire. Les garçons, ils ne se posent pas la question. Les filles, oui. En général, hein, c'est une Oui, grosse. c'est des grosses Mais minorités. on échange beaucoup là-dessus parce que Et c'est quelque chose sur lequel on est très attentif. On essaie vraiment de faire attention à ça. C'est pas lié à l'université en soi. Hein. C'est vraiment c'est quelque chose qui vient de l'éducation, de la société qui cantonne les femmes dans certains métiers. Il s'avère que la biologie est plutôt très féminisée et les filles réussissent vraiment très très bien. Donc il ne faut vraiment pas hésiter quand on est une fille à venir chez nous. C'est très apprécié et en général, vraiment, c'est celles qui réussissent le mieux chez nous. On a parlé tout à l'heure du contenu. Est-ce que la maîtrise d'une langue étrangère fait partie des prérequis, puisqu'aujourd'hui, finalement, la recherche, elle a aussi une vocation internationale et les étudiants que vous accompagnez vont devoir s'appuyer sur des articles en anglais notamment? Alors, ce n'est pas un prérequis. C'est-à-dire que les étudiants qui ne parlent pas du tout l'anglais vont s'en sortir à l'université dans un premier temps. La chose étant, c'est que petit à petit, ils vont s'acclimater à l'anglais parce qu'en fait, on va en mettre de plus en plus dans nos cours. Au début, les articles qu'on va leur recommander sont plutôt des articles en français, et puis petit à petit, ça va être des articles en anglais qu'ils vont devoir lire. Et au cours de notre formation, en fait, on va avoir des étapes comme ça où on va leur demander de faire de la bibliographie, où ils vont s'appuyer principalement sur des articles en anglais. Ils vont avoir des unités d'enseignement où ils vont devoir produire des synthèses bibliographiques sur de la bibliographie en anglais et même faire des oraux en anglais, dès la licence. Et puis alors en master, là par contre, l'anglais devient absolument partout pour ce qui est de la lecture. Après, les études se font toujours en français, les présentations se font en français, elles peuvent se faire en anglais si on a envie, mais il n'y a rien d'obligatoire, même en thèse, hein, ce n'est pas obligatoire. Si on ne parle pas du tout anglais, on ne pourra pas faire une thèse parce que la littérature est en anglais, mais par contre, on a le temps de s'acclimater, le temps d'apprendre, et puis ce qu'on a besoin comme compétences, c'est des compétences d'anglais scientifique. Et l'anglais scientifique, globalement, il est beaucoup plus simple que. On peut très bien lire des articles scientifiques sans savoir se débrouiller si on est laissé à Londres un matin, quoi. Donc, l'anglais scientifique, en fait, les termes qu'on utilise sont extrêmement spécifiques et c'est à peu près les mêmes termes en anglais et en français. Donc, globalement, c'est quelque chose qui est relativement facile. La plupart de nos étudiants n'ont aucun problème à petit passer à l'anglais tout au long de leurs études. Donc, vraiment, c'est pas du tout rédhibitoire. Évidemment, si on est bilingue en entrant, c'est plus facile, ça c'est évident, mais c'est en aucun cas rédhibitoire. Pour ceux justement qui souhaiteraient éventuellement partir faire une année d'études à l'étranger, est-ce qu'il y a des possibilités, des échanges? Tout à fait. Alors ça, on en a beaucoup qui font ça. Alors, en général, ce qu'on leur conseille, c'est de faire plutôt leur 2e année, parce que la 3e année, c'est un peu compliqué, mais la 2e année de licence. Et puis, éventuellement, ils peuvent faire une année aussi de master à l'étranger. Il y a tout plein de processus pour ça. Par contre, c'est un projet qui doit être réfléchi, qui doit être construit à l'avance et qui ne va pas être pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a déjà des difficultés au niveau académique en France, ça ne va pas l'aider de partir à l'étranger, ça va plutôt être au contraire problématique pour revenir ensuite. Donc en général, c'est nos étudiants, quand ils construisent un projet comme ça, ils vont le faire déjà sur une bonne année avant de partir, accompagnés par des collègues qui sont spécialisés dans les relations internationales, qui connaissent les écueils, qui connaissent les problèmes, qui connaissent les universités un peu partout dans le monde, et qui du coup vont être capables de leur dire, bon là, ton projet, il tient la route, ou ton projet, il ne tient pas la route. Et après, il va y avoir un avis qui va être donné de toute façon par les enseignants pour dire, tu peux partir ou tu ne peux pas partir. C'est tout à fait possible. Par contre, il faut que ce soit réfléchi et il faut que ce soit possible au vu des compétences de l'étudiant. Donc, en gros, un étudiant qui marche bien, il n'y a aucun problème, il peut partir un an et ça ne posera aucun souci. Il apprendra plein de choses, il reviendra extrêmement, avec une très, très, très bonne expérience. Et dans nos disciplines en particulier, on apprécie énormément les parcours un petit peu atypiques, un petit peu différents. Les gens qui font pas la ligne droite, ça nous plaît beaucoup. Ça crée de la diversité et nous, on aime bien la diversité. Donc, voilà, c'est des gens qui éventuellement sont en réorientation aussi, ça nous intéresse. On a des étudiants chaque année, des étudiants, même des gens qui ont eu une vie professionnelle, qui se réorientent vers nos disciplines et qui réussissent très bien parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Donc, en fait, ils sont motivés. Et encore une fois, la motivation, c'est la clé pour réussir à l'université. Donc, nous, on accueille vraiment un public très différent, on fait des paris des fois.
On prend des profils très, très, très atypiques. La plupart du temps, ça marche. Il y a des fois, on se plante. C'est le problème du pari, hein, mais c'est pas grave. Disons que la mentalité un petit peu de nos licences, c'est un petit peu, on donne la chance à tout le monde d'essayer. Après, c'est les étudiants qui sont responsables s'ils se plantent ou s'ils se plantent pas. Mais par contre, on donne la chance à tout le monde de pouvoir au moins essayer et tenter sa chance. Ça peut sembler prématuré, notamment pour des lycéens qui n'ont jamais mis les pieds sur un campus. Mais vous dites qu'il faut d'ores et déjà se projeter, envisager éventuellement une thématique de master, Alors, une orientation. c'est pas obligatoire. C'est pas du tout obligatoire. Par contre, c'est sûr que si on sait vers quoi on va, même de façon un peu grossière, encore une fois, c'est plus facile de se motiver. Si on sait que pour arriver à faire ce qu'on veut par la suite, il va falloir avoir un master, bah, du coup, forcément, on sait qu'il va falloir d'abord avoir une licence. Et du coup, le matin, quand il faut se lever, bah, on sait pourquoi on y va. Encore une fois, c'est cette motivation qui va être la clé de la réussite. Et du coup, si on est capable d'identifier quelque chose qui nous tire vers l'avant, bah, on est plus motivé. Mais par contre, ça n'a pas besoin d'être un projet extrêmement précis. Mais par exemple, dire, bah, je voudrais faire de la recherche dans les disciplines de l'écologie, en soi, c'est déjà, ça implique pas mal de choses. Faire de la recherche, ça veut dire un doctorat, donc ça veut dire un master, donc ça veut dire une licence. Donc rien que ça, déjà, ça donne un cadre sur vers quoi on va aller et ça peut donner une motivation. Après, dire je veux protéger la nature, bah, ça nécessite au moins une licence, potentiellement un master. Et puis ça nécessitera aussi de s'intéresser à d'autres choses, à être dans des associations, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui vont donner une motivation, qui vont permettre à l'étudiant de savoir pourquoi il est là, pourquoi il va en cours le matin, et qui vont donc l'aider à se projeter. Et se projeter, c'est essayer d'identifier un peu la cible. Et on l'identifie à travers l'information qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, quand même, alors il y a trop d'informations et ça la tue un peu, mais d'identifier un peu qu'est-ce qui fait celui-là qui publie telle chose, qu'est-ce qui fait celui-là qui protège la nature, qu'est-ce qui fait celui-là dans son ONG, etc. Et quel est son parcours. Et aujourd'hui, il y a quand même plein, même nous-mêmes, on produit des petites vidéos. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques masters font des petites vidéos pour dire de gens diplômés après 2 ou 3 ans pour expliquer, voilà, moi j'ai fait ce parcours-là pour faire le métier. Le métier que je fais, c'est de faire ça. On en a fait dans ceux qui produisent en aquaculture, parce qu'on a une filière dans le domaine. Bon, on a, voilà. L'éco-épidémiologie aussi, c'est une filière qui attire beaucoup actuellement. Oui. On a un master qui s'est créé il y a 2-3 ans maintenant, qui est spécialisé dans ce domaine-là, parce que typiquement, on a bien vu avec le Covid qu'il y a une dimension tout à fait écologique à l'émergence des maladies épidémiques. Les interactions entre les humains et leurs activités et la faune sauvage créent des ponts qui vont permettre la transmission de virus ou de différents pathogènes qui, du coup, vont pouvoir ensuite avoir une émergence comme ça épidémique. Et donc ça, c'est quelque chose qui est au cœur aussi de nos disciplines, puisque c'est la dimension écologique de la santé. Et c'est quelque chose qui a pris énormément de poids. Et maintenant, tout le monde a à peu près entendu parler du concept de One Health, qui est typiquement l'idée de synthétiser un peu cette santé. Elle dépend aussi de l'environnement. Notre santé actuelle est très impactée par notre environnement quotidien dans lequel on évolue et tout ça. Donc, c'est des disciplines qui sont directement liées à l'écologie, aux interactions, cette fois-ci aux interactions de l'être humain avec son environnement, mais ça reste des interactions de toute façon. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'effectivement, on a toutes ces disciplines et on va vraiment, nos étudiants vont pouvoir se projeter dans tout plein de choses, mais encore une fois, il n'est pas nécessaire de savoir exactement en entrant. On va les aider, on les accompagne tout au long. C'est-à-dire que dès la première année, on va leur donner un peu des idées sur quelles sont les grandes disciplines dans lesquelles ils peuvent aller. On leur fait des cours qui justement sont pensés pour leur donner un peu toutes les palettes, leur montrer différentes facettes, qu'ils puissent voir un petit peu, toucher du doigt ce que c'est et petit à petit se spécialiser. Et en plus, au cours de chaque année, on va les aider aussi dans leur orientation. C'est-à-dire que, typiquement, en L2, on va aller leur présenter un petit peu, déjà, qu'est-ce que ça veut dire faire un master, et puis quelques idées de type de master et de métier associés. En L3, on va carrément leur faire rencontrer les responsables des masters de Montpellier auxquels ils peuvent prétendre, pour qu'ils aient directement l'information à la source, pour pouvoir voir un petit peu, par les gens qui peuvent les former, qu'est-ce qui est attendu, c'est quoi les métiers, c'est quoi quelles sont les conditions pour rentrer, quels sont le contenu des enseignements. Donc, vous voyez que vraiment, tout au long de leur parcours, on les aide, en fait. Après, il y a plein d'informations qui sont disponibles. Et la clé de l'université, et c'est ça qu'on appelle l'autonomie de l'université, c'est qu'en fait, il suffit que l'étudiant pose la question pour avoir plein d'informations. C'est juste que la majorité des étudiants, on n'entendra jamais parler. En première année, il y a une timidité. Oui. Et en fait, il y en a déjà plein qui viennent nous voir, et ceux-là, en fait, ils ont des réponses très facilement parce que
tous les enseignants de l'université sont des enseignants-chercheurs. Déjà, sur les aspects recherche et tout ça, c'est très facile. Par exemple, pour faire un stage dès la première année, ce n'est pas un souci. Il y a du Les temps. stages sont-ils obligatoires Il n'y d'ailleurs? a aucun stage obligatoire en licence chez nous, on n'a pas les moyens de le faire. C'est juste, il faudrait trouver 160 stages, c'est juste impossible. Il n'y a pas de stage obligatoire. Par contre, il y a la possibilité de faire des stages sur la base du volontariat. Il suffit de trouver quelqu'un qui est prêt à vous encadrer. Sur la place de Montpellier, on a plein de labos, plein d'encadrants possibles. Donc, du coup, c'est relativement facile. Il suffit juste de demander. Mais il y a plein d'étudiants qui ne vont jamais faire ce pas de demander. De la même façon qu'il y a plein d'étudiants qui ne vont jamais aller regarder ne serait-ce que le site de la fac des sciences. Les dernières statistiques que j'avais vues, c'était un tiers des étudiants n'avaient jamais, une fois pendant les 3 ans de leur licence, été cliqués sur le site de la fac des sciences. Donc, il y a plein d'informations, mais cette information, il faut juste faire le petit effort, soit cliquer sur le lien, soit aller discuter avec le prof. C'est ça qu'on appelle l'autonomie. Quand on parle de l'autonomie à la fac, c'est pas plus que ça. C'est pas non plus... on n'est pas en train de dire qu'ils sont lâchés avec un couteau dans la nature. Hein. Et c'est très important ce que dit Pierrick, parce qu'un peu plus tard, quand ils sont en train de candidater en master, aujourd'hui, tous les parcours, les masters se sont un peu cassés la tête à faire des sites internet, des fois plus ou moins assez sophistiqués. Et sincèrement, un étudiant aujourd'hui qui est en licence et qui candidate à un master, qui n'a pas fait l'effort de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce master, qui s'est juste reposé sur les mots-clés, qui n'a pas fait l'effort d'avoir lu l'article, vous candidatez en master chez nous, etc. Ça se voit tout de suite dans la lettre de motivation, etc. Et tout de suite, son dossier est mis de côté. Hein. Tout de suite. Enfin, il est mis de côté, il est rejeté. D'entrée de jeu, c'est vraiment important de s'informer, comme plus tard, quand ils vont demander un emploi, que ce soit dans la recherche ou dans le domaine entreprise ONG, la démarche attendue, c'est un minimum d'informations sur la structure dans laquelle on candidate. Eh ben, cette attitude professionnelle qui leur sera demandée quand ils auront 25 ans, 26 ans, eh ben, il faut qu'ils l'aient déjà maintenant, dès le lycée, d'avoir le réflexe. Mais je vais là, mais qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là? Aujourd'hui, tous les lycéens ont accès à cette information. Donc, il y a... C'est vraiment important ça parce que toutes les formations quasiment sont soumises à un moment à une candidature. C'est-à-dire pour rentrer en L2, il faut faire acte de candidature. Alors, ce n'est pas grand-chose. Évidemment, le niveau universitaire va être regardé un petit peu, mais il compte souvent bien moins que la motivation. Parce qu'on a des étudiants qui sont très bons au niveau universitaire, mais qui n'ont pas compris ce que c'était que la formation. Ceux-là, on n'en veut pas, ils ne nous intéressent pas forcément. Donc, on préfère avoir des gens qui sont peut-être un peu moins bons, mais qui savent pourquoi ils viennent et qui sont motivés, qui ont la maturité pour le faire. On peut les former, on peut améliorer leur niveau. Ça, ce n'est pas un souci, on est là pour ça, c'est notre métier. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est développer la motivation. Ça dépend d'eux. On peut aider, hein, on peut faire en sorte que ce soit attractif et tout ça, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire. Donc, c'est en ça que être clair sur la motivation, être clair sur ce qu'on veut, ça va aider à toutes ces étapes-là. Ça va aider à avoir fait justement l'effort de juste aller regarder ça, c'est quoi la formation, à quoi je candidate. Parce que vraiment, enfin, j'assiste, que ce soit en L3, que ce soit en L2, que ce soit en Master 1, en Master 2, on a des lettres de motivation et de candidature des fois qui sont affligeantes. C'est-à-dire des étudiants qui nous disent « j'ai fait du cheval depuis que j'ai 4 ans, je veux faire biologie-écologie ». C'est quoi le rapport? On l'a toujours pas vu. Ou des gens qui nous disent « je me balade tous les week-ends dans la nature avec mes grands-parents ». Super. Et alors, c'est quoi, quel est le lien avec notre formation? C'est là qu'il y a vraiment un effort à faire de la part de nos étudiants, et je vous remercie de nous donner la parole, parce que globalement, ils voient l'écologie comme étant un truc très vaporeux et très, ouais, je vais compter les oiseaux, je vais aller regarder les oiseaux. Et on va l'avoir là, parce que dans quelques jours, on sera au salon d'étudiants, et souvent, moi, chaque année, voilà, bon, il y a des dans le domaine de la biologie, de l'écologie, il y a des trucs qui font un peu rêver les étudiants depuis très longtemps. Alors, il y a le comportement, l'éthologie, ça fait 40 ans parce qu'il y a un côté un peu magique, le comportement animal, et puis il y a la biologie marine. Donc, au salon des étudiants, des fois, je vois arriver la lycéen, avec les parents, et ah oui, moi, je m'intéresse à la biologie marine, et la première question que je pose, mais t'es déjà monté dans un bateau? C'est la première question que je pose. Est-ce que tu es monté dans un bateau? Et après, est-ce que tu fais de la plongée? Parce que bon, tu as 18 ans, donc depuis 1 an ou 2, si tu t'intéresses à la biologie marine, est-ce que tu as eu l'occasion, ne serait-ce que de monter dans un bateau et éventuellement de faire la plongée? Bah, c'est un peu le prérequis quand même, hein, parce que la biologie marine, on en fait bien sûr on en a des chercheurs en biologie marine chez nous. Évidemment, 90% de leur temps de travail est derrière un ordinateur, un machin, il fait des tas de calculs, etc. Mais il y a un moment donné où il va être sur le bateau.
Donc ça remue, il fait froid, il fait chaud, machin, etc. Enfin, faut être On a dans capable. la représentation Laurent Balesta, alors que le quotidien, c'est pas ça au C'est pas final. ça. C'est ça. En fait, nos métiers sont des métiers. Il vient de notre, excusez-moi, il vient de notre filière, Laurent Balesta. Il a fait ses. On est très fiers de l'avoir eu comme étudiant. Et lui, bon, il a un quotidien où il travaille, etc. Nous, ce qu'on voit, en fait, c'est 5% de son temps, parce qu'il ne passe pas 80% de son temps sous l'eau, à 60 mètres de profondeur, à faire des trucs compliqués. D'accord? Mais effectivement, il a la capacité physique de le faire, parce que c'est quand même très, très impressionnant ce qu'il fait. Mais quand on veut faire de la biologie comme en marine, et pourquoi pas travailler chez Andromède Océanologie, bah, il y a quand même un préalable, c'est que la mer, il faut y aller, quoi. Il faut être sur le. Et puis, on a même des collègues qui font de la biologie marine et qui mettent les pieds sur le bateau une fois tous les 4-5 ans. Parce qu'en fait, nos métiers, alors, pour la recherche en particulier en biologie marine, dans nos métiers, ce qu'on cherche à faire, ce que cherche à faire un scientifique, c'est à expliquer le monde, à comprendre le monde. Donc, du coup, ça ne se fait pas la plupart du temps sur le terrain. Quand ils ont 40 ans, mais à mon avis, quand ils avaient 30 ans, ils ont été un peu plus. Tu dis, effectivement, aujourd'hui, quand ils ont 40 ans, ils ne Mais globalement, l'essentiel de notre cœur de métier, c'est d'analyser des données pour comprendre comment ça fonctionne. La récolte des données, en général, est beaucoup plus courte. On parlait d'éthologie tout à l'heure, c'est la même chose. L'éthologie, ça veut dire passer du temps à aller observer des comportements, mais souvent, ce que vont faire nos collègues qui font ça, c'est qu'ils vont aller sur le terrain, filmer, et ensuite, ils vont revenir au labo et passer des heures à regarder les films pour pouvoir noter les différents comportements, comprendre comment ça se passe, quelles sont les interactions entre les différents individus, faire un gigantesque tableau et ensuite essayer de faire des stats avec ce tableau, avec à peu près le pire de ce qu'on peut imaginer en statistique. Les collègues, généralement, qui font du comportement, sont les meilleurs statisticiens de notre discipline parce qu'ils ont affaire à des petits échantillons, des échantillons où ils prennent plusieurs mesures sur le même individu, donc des trucs appareillés, et en plus, ils ont une multitude de variables qui sont corrélées les unes avec les autres. Enfin, c'est une horreur. Alors, il y a un moment, ils vont quand même sur le terrain, y compris sur le comportement, dans la grande faune, en Afrique, etc. Il y a un moment de terrain. Mais c'est vrai que chaque journée de terrain entraîne 20, 30, 40, 50 jours laboratoire. Mais il faut quand même pouvoir aller sur le terrain. Donc, il fait froid, il fait chaud, il y a des moustiques, il y a des maladies, etc. Donc, ça nécessite en fait un ensemble de choses. Alors, après, pour relativiser de la licence au doctorat, celui qui est en doctorat, effectivement, le ratio, c'est 5 jours de terrain va lui remplir 10 mois de travail de l'année. J'exagère un peu, mais c'est pour l'ordre de grandeur. Un étudiant qui sort chez nous de licence pro, expertise naturaliste, il va pendant les premières années, pendant les 10 premières années de son travail, il y a des chances qu'il soit quasiment presque un jour sur 2 ou un jour sur 3 sur le terrain à faire des inventaires. Ça va dépendre du niveau de diplôme et du métier exercé. Du niveau de responsabilité notamment. Voilà. En gros, plus on monte et moins on va passer de temps sur le terrain, plus on va attendre du professionnel ou de la professionnelle, ça va être d'être capable d'encadrer, de gérer des projets, de répondre à des appels à projets, de faire de l'analyse, de faire de la prospective, de faire des comptes rendus, des choses comme ça. Donc plus on monte dans les études et plus les métiers vont être des métiers intégratifs et du coup qui vont nécessiter moins le contact direct avec les données et de plus en plus un aspect compilation et compte rendu de ces données. Donc c'est pas les mêmes métiers et ça c'est un point très important parce que beaucoup de nos étudiants pensent qu'ils vont passer l'essentiel de leur vie sur le terrain. Alors en plus ça attire beaucoup à 20 ans. Quand on en a 40, c'est déjà un peu moins. Quand on a une famille qui est machin, ça peut devenir très compliqué d'aller sur le terrain. Donc c'est sûr que ça va évoluer et que le terrain ne peut pas être en soi la seule motivation. Ça peut être intéressant, ça peut porter, mais ça ne peut pas être en soi la seule motivation, c'est méconnaître nos métiers. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire sur le terrain, les conditions des fois difficiles. Les étudiants qui visent, la plupart des étudiants rentrent dans l'université avec l'idée Bac+5, parce qu'aujourd'hui c'est quand même passé dans l'esprit. Quand on est diplômé Bac+5, on est amené à moyen terme, court terme, en fait, 2-3 ans, à encadrer une petite équipe, à gérer des projets, à gérer la finance du projet, à gérer un planning de temps, à répondre, à renvoyer des reportings dans les projets européens, etc., même pour ceux qui sont dans les formations professionnelles. Donc tout ça c'est du temps de travail. Donc effectivement, les jeunes, il faut profiter aussi, quand on est jeune
jeunes et justement avant peut-être d'être avec des obligations familiales, etc., en fait, la compensation, moi, c'est ce que je viens de dire ce matin, là, une étudiante qui était en examen L3 qui me parlait de ça, qui me dit, voilà, je lui dis, mais attends, mais il y a aussi le week-end, etc., pour sortir. C'est-à-dire qu'en gros, on équilibre aussi. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que font les jeunes professionnels, les diplômés, etc. Eh ben, il y a l'évolution entre leurs 20 ans et leurs 40 ans, mais quand ils peuvent, ils vont sur le terrain, jours de congé, etc., où ils vont visiter. On a même nos étudiants, nos collègues chercheurs du CNRS, là, très brillants, qui vont une fois par an regarder les oiseaux rares là, qui passent à l'île d'Ouessant, puisque chaque septembre, il y a des oiseaux qui viennent des États-Unis. Et donc, on vient les observer là-bas à l'île. Il y a 200, 300 ornithologues qui viennent observer les oiseaux. Donc, voilà, les gens profitent. Il y a des moments où on peut aller sur le terrain. Il n'y a pas que le temps professionnel qui permet de faire ça. Revenons peut-être sur la formation, puisqu'il existe quand même plusieurs antennes en région. Il y a celle de Montpellier, mais il y en a d'autres. Je vous laisse peut-être nous en dans la dire région, les formations en écologie scientifique, en évolution et tout ça, on va en trouver à peu près dans toutes les universités. C'est-à-dire qu'il y en a aussi à Perpignan, il y en a aussi à Nîmes, il y en a aussi à Toulouse. Toulouse est une excellente formation en biologie écologie, elle est très reconnue, et en évolution en particulier. Perpignan également. Nîmes, c'est plus généraliste, c'est plutôt SVT souvent, et souvent les étudiants vont venir se spécialiser plutôt à Montpellier. Mais globalement, on peut se former de façon progressive, encore une fois, à l'université, il n'y a pas de souci. La seule contrainte, c'est que chaque université, son programme dépend des enseignants-chercheurs qui y sont. C'est les enseignants-chercheurs qui construisent le programme. Il n'y a pas de programme national pour la licence. Du coup, évidemment, d'une université à l'autre, ce ne seront pas les mêmes enseignements en même temps. Par exemple, de mémoire, il me semble qu'à Toulouse, il y a des enseignements qui font en L2 que nous, on a plutôt tendance à en faire en L3, en troisième année. Donc c'est sûr que les étudiants qui viennent de Toulouse, ils ont un peu l'impression qu'on leur répète une deuxième fois. À l'inverse, il y a des choses qu'ils n'auront pas vues, qu'ils vont devoir rattraper. Donc clairement, changer d'université, c'est toujours possible, mais ça va nécessiter une remise à niveau dans certaines disciplines et puis profiter des acquis dans d'autres. Donc c'est toujours un petit peu comme ça. La spécificité de Montpellier, c'est qu'il y a vraiment une spécialisation dans l'écologie scientifique et l'évolution dès la deuxième année qui est très forte. En général, la plupart des universités gardent un aspect un peu plus généraliste en licence que nous, c'est-à-dire notamment avec de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, qui va rester plus longtemps dans la formation. À Montpellier, on l'abandonne dès la fin de la première année. Donc ça, c'est une spécificité un peu montpelliéraine qui est liée à cet environnement-là. Mais globalement, on récupère des étudiants des universités de Toulouse, de Lyon et au-delà, chaque année en L3, en M1, en M2, vraiment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Nous arrivons quasiment au terme de cet échange. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes pour notamment l'inscription via Parcoursup? Prendre le temps de la faire. Ça nécessite un petit peu de temps pour faire bien, parce que c'est vraiment trop bête de ne pas pouvoir, en ayant oublié une pièce ou tout ça. Et puis de toute façon, ils ont le temps, ils ont plein de vœux à faire, qu'ils essayent. Contrairement, et là c'est peut-être plutôt aux parents, contrairement à ce qu'ils pensent, l'université n'est pas une sous-formation, c'est vraiment une formation de très haut niveau. On le voit notamment en M2 quand on a des étudiants qui sortent des écoles et qui sont obligés de venir finir leur master chez nous parce qu'il n'y a que l'université qui fait le master. Les facards s'en sortent au moins aussi bien, voire mieux que les gens qui sortent des écoles. Donc vraiment, l'université est une très bonne formation. C'est une formation aussi qui laisse du temps, qui monte petit à petit en pression, contrairement à une prépa où on est tout de suite sous pression. On récupère beaucoup de gens qui sortent de prépa et qui sont dans des états des fois un peu compliqués. Donc clairement, l'université est une très bonne formation qui laisse le temps de faire des choses à côté, qui laisse le temps d'avoir une vie à côté aussi. Ça, c'est important. Moi, j'ai adoré ça, j'ai fait ça. Voilà. Pour les jeunes qui souhaiteraient en savoir davantage, il y aura des portes ouvertes, poser des questions, obtenir des infos sur la documentation. Alors là, il y a une journée porte ouverte le samedi 2 mars. De 9h à 17h. Et lors de cette journée, donc, il y aura des conférences qui leur présenteront en détail les formations, et également la possibilité d'aller sur des stands où on aura des enseignants-chercheurs, des étudiants, des chercheurs qui viendront répondre à leurs questions et qui seront ravis de le faire. Chaque année, c'est un succès très important et ça marche très, très bien. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de ces métiers, je vous invite donc dans un premier temps à participer au Salon de l'étudiant qui se tiendra sur 3 jours, les 18, 19 et 20 janvier prochains. Ça sera au Parc des Expositions à Pérols. Il y a donc
Également, les journées portes ouvertes de l'Université de Montpellier, dont on parlait à l'instant, qui sont programmées le samedi 2 mars 2024 de 9 h à 17 h. Quoi qu'il en soit, il vous reste un peu de temps pour finaliser votre projet d'orientation, puisque les vœux sont à formuler sur la plateforme entre le 17 janvier et le 14 mars. La date butoir pour compléter et valider votre dossier sur Parcoursup est quant à elle fixée au 3 avril. Voilà pour le calendrier. Enfin, si vous souhaitez revoir cette table ronde, sachez que ce direct live dédié aux études en écologie scientifique sera accessible en ligne via la plateforme Compass. Et puis, le prochain direct live, prenez note, sera le 30 janvier. Il portera cette fois-ci sur les études en pharmacie, le 30 janvier, donc à partir de 14 h. Merci à tous les deux pour vos témoignages et merci à ceux également qui nous ont suivis en ligne et surtout, bon courage dans vos démarches d'orientation. Merci.